Je pense que l'important, c'est pas tant à qui on est rattaché et ce qui est écrit sur le papier, c'est plutôt quelles sont les marges de manœuvre dans la vraie vie. Et donc, en arrivant chez Swile, j'étais rattachée à Anne-Carole, la CMO. Il y a plein de gens les puristes m'ont dit quoi ? La sustainability au marketing, c'est horrible. Oui, mais en fait, sauf que le marketing de Swile, il est transformatif. Et donc, ça permet de faire bouger les choses très vite, très fort. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas où on est, c'est comment on peut aller, comment on peut pousser les sujets, comment ils peuvent être pris. Et encore une fois, la RSE seule ne fera rien. Il faut embarquer et surtout il faut enabler. Alors, j'ai coutume à dire que j'ai la plus grosse équipe de Swile, parce que je pense que en fait c'est tous les Swilers qui bossent à la RSE chez Swile. Donc on est 1000 finalement à la RSE. Et en fait moi vraiment mon message c'est t'es pas obligé de te faire une formation RSE ou te dire direction RSE ou responsable RSE, tu peux changer ton métier. Et c'est comme ça que tu auras vraiment plus d'impact, c'est d'aller challenger tes pratiques aujourd'hui de ton expertise. Et donc voilà, et je pense que aussi les employés, tout un chacun peut questionner, remonter. Et on parle beaucoup de employee activism, c'est intéressant. Les employés ils demandent à la fois de la responsabilité de leurs entreprises et eux d'agir dans leur métier. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour, ici Sophie de Daphne, on est ravis de vous retrouver avec Damien. Salut Damien. Salut Sophie. Pour passer les prochains instants ensemble et on va parler de tes sujets préférés, Damien, l'ESG. Et pour ce faire, nous avons une invitée de marque qui va nous en apprendre un rayon puisque c'est un peu son day-to-day chez Swile. Salut Stéphanie. Salut. Stéphanie, tu es Director of Sustainability de cette licorne depuis quasi 3 ans. Pour rappel, Swile, c'était l'ancien Launcher, c'est une carte titre resto et bien plus encore, cadeau, mobilité, voyage d'affaires. Ils veulent rendre l'expérience employée la plus sympa possible avec leur mantra Smile at Work. Je vais pas en dire davantage, je vais te laisser te présenter. Est-ce que Stéphanie, tu peux nous dire un peu d'où tu viens, où tu as grandi, quelles sont et quelles étaient tes passions quand tu étais enfant? Qu'est-ce qui fait que tu es la Stéphanie d'aujourd'hui? Eh bien, merci de me recevoir d'abord. Je suis contente de pouvoir un peu partager tout ça et échanger. Alors, j'ai grandi en Touraine, à Amboise, mais aussi entre donc la Touraine et les États-Unis, la côte est des États-Unis, puisque je suis la fille on va commencer fort, d'un des d'un des chercheurs qui a trouvé le Viagra. Ok. Et donc on est très rapidement parti aux États-Unis au moment du lancement de ce nouveau produit révolutionnaire. Et donc voilà, donc j'ai grandi entre les États-Unis et la France. J'ai passé mon bac au lycée français de New York. Ensuite j'ai fait mes études. Je suis revenue en France à Paris pour faire une prépa et j'ai ensuite j'avais très envie d'aller à Bordeaux, pas très loin de la mer justement. Donc j'ai intégré Sciences Po Bordeaux en sciences politiques donc et avec un parcours en communication publique et politique. Avec un petit passage à Londres, justement en échange Erasmus pour retrouver un peu la vibe internationale quand même, ça me manquait. Voilà. Et donc quels ont été mes sujets? Moi, les sujets qui m'intéressent, c'est vraiment les sujets donc comme je disais, j'ai fait de la science politique, de la communication. Donc comment on influence finalement les grandes décisions, les grands changements, les grandes rupture de ligne, à la fois individuellement et collectivement, c'est ça qui m'intéresse. Et je suis venue à la RSE, enfin à l'ESG assez tôt. En fait, à la lecture d'un article. Donc j'avais décroché un stage au programme des Nations Unies pour l'environnement à Paris, donc c'était super, j'étais contente, etc. Et j'ouvre Le Monde et je lis un article sur la responsabilité sociale des entreprises avec une nouvelle loi qui vient d'arriver.
en 2004. Et je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est hyper intéressant parce que c'est justement comment l'entreprise contribue à beaucoup plus grand qu'elle et s'inscrit dans la cité, dans la société civile finalement. Et avant qu'on plonge là-dedans, moi j'ai une mini-question, je rembobine un peu. C'est quoi d'avoir un papa chercheur scientifique et comment toi tu n'as pas pris ce chemin-là? Alors moi je suis une grande littéraire. Moi je suis pas du tout scientifique, j'aime pas trop ça d'ailleurs. Mais par contre je suis très intéressée par la littérature, par le cinéma, par la narration on va dire, par les histoires de vie, les histoires en général. Mais qu'est-ce que ça fait d'avoir un papa chercheur? En fait, c'est surtout j'ai eu la chance d'avoir une vie de famille où le travail était très important. Donc chacun faisait. Ma mère est prof d'anglais, passionnée de civilisation anglo-saxonne, et voilà. Et chacun avait son métier et s'épanouissait dans son métier. Mais quand on revenait à la maison, mes parents ont toujours été là entre midi et 2, donc j'ai jamais mangé à la cantine. Mes parents ont toujours été là à 18h le soir. Donc en fait, ils m'ont appris l'équilibre vie pro, vie perso, vraiment. Et la passion. Et la passion de son métier. Et la passion intellectuelle de se plonger dans des sujets qui nous dépassent et qui nous passionnent. Ouais. Ok. Et est-ce que du coup, du moment où tu as grandi entre les États-Unis et la France, ça a aussi, est-ce qu'il y a des choses aux États-Unis qui ont nourri un peu ta passion sur la sustainability ou c'était vraiment plutôt ton retour en France? Aux États-Unis, j'ai plutôt nourri l'expérience de l'autre, en fait, d'être autre, d'être quelqu'un de différent par rapport aux autres. J'étais au lycée américain. J'ai passé mon bac au lycée français, mais j'ai aussi fait des passages évidemment à l'école américaine. Donc l'école publique américaine, c'est une expérience que je conseille, justement en étant la petite Frenchie qui déboule, qui parle pas forcément hyper bien anglais, qui a pas forcément les codes. Donc en fait, ça m'a beaucoup appris à l'adaptabilité et à comprendre que finalement on est encore une fois tous différents mais que c'est pas pour ça qu'on peut pas être ensemble, qu'on peut pas apprendre des uns des autres. Et donc j'ai grandi vraiment dans cette notion, cette nécessité d'adaptabilité et en même temps le plaisir de l'autre. C'est vrai que ça doit être quand même assez fou d'avoir cette expérience entre les deux continents. J'ai appris à ouvrir un locker américain, mais en fait j'ai mis beaucoup de temps et donc j'ai fait les lockers comme dans les séries. Comme dans les séries. Ça a l'air très simple. Ça, c'est pas simple. C'est hyper compliqué et même à tel point que je faisais semblant de savoir le faire parce que j'ai jamais osé demander comment fallait faire. Donc je rangeais mes livres dans les toilettes. La petite Frenchie. Voilà. Donc et aussi j'avais. Non mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Parce qu'il faut tourner d'abord à droite, ensuite à gauche, faire son code. Enfin, il y a tout un système en fait que eux ils apprennent depuis qu'ils sont. Oui, c'est pas forcément évident pour quelqu'un qui veut pas de. Donc voilà. Plus dur que ce qu'on voyait nous dans les séries qu'on regardait. Mais oui. Mon rêve c'était de réussir à l'ouvrir. Voilà. Et alors, tu nous disais dans la vidéo que tu avais refusé un stage à l'ONU et du coup tu as découvert le monde de la tech. Ouais. Ça c'était tout de suite après tes études? Ouais. Je suis rentrée en stage donc chez Enablon. Donc justement à la lecture de cet article dont je vous parlais tout à l'heure, je me suis dit je veux faire ça en fait. Donc je veux pas aller au PNU, je veux faire ça et donc je tape sur internet stage RSE international. Autant vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose en 2004. Et donc sort cette annonce de stage communication RSE dans cette petite boîte de Courbevoie, comme on l'appelait, Enablon. Et donc je passe un entretien avec le fondateur de Enablon. Donc j'étais une des premières employées. Employée. Et il me fait passer un entretien, mais de la mort. Il me fait switcher du français à l'anglais, à l'allemand. Est-ce que tu parles allemand aussi? Très très mal, je ne parle pas. Bref, donc il m'a terrorisée et je suis repartie en me disant ok c'est mort, je vais aller au PNU parce que je pense que c'est pas pour C'était moi. un bon plan B aussi. Bon voilà. Et donc j'ai commencé comme ça et. Mais t'étais la première employée et non, j'étais la 10e employée. Ah d'accord, ok. Mais j'étais une des premières au marketing com. C'était vraiment un stage marketing com. Et l'objet du stage, c'était de réaliser une étude sur les pratiques de développement durable et RSE des entreprises du CAC 40 et du SBF 120. Donc j'ai passé mon été à appeler
tout le CAC 40 et tout le SBF 120 pour leur poser des questions. Donc, je comprenais rien de ce que je disais parce que c'était quelles sont vos pratiques de reporting, quels sont vos standards GRI, bref. Donc, on était en 2014. 2005. Ah ouais. Ok, ça devait il y a être 20 ans. Vraiment il y a 20 ans. Il y a 20 Et ans. est-ce qu'ils faisaient déjà des choses? Ouais. Bah, il y avait déjà des normes qui existaient et il y avait aussi donc cette fameuse loi NRE qui était la nouvelle régulation économique, qui est une des premières lois à exiger des entreprises cotées des data RSE. Donc c'est vraiment c'est l'ancêtre de la CSRD, on va dire. Et c'est comme ça d'ailleurs que Enablon s'est créé. En fait, c'est ce sur quoi ils avaient un outil, une tech, enfin une plateforme de tech, et puis ils se sont dit comment on pourrait adresser ça justement dans la collecte de données. Enablon s'est construit comme ça, et le succès d'aujourd'hui est encore là. C'est une boîte avec je pourrais vous raconter, mais donc on l'a emmené aux États-Unis, on l'a ouvert. T'es resté combien de temps du coup chez eux? 8 ans. 8 ans. Ah oui. Donc après ton stage, t'es plus parti. Tes armes. Je suis plus. Alors en vrai, l'histoire dit. Alors sur mon LinkedIn, ça se voit pas, mais l'histoire dit raconte. Enfin, ce que raconte pas mon LinkedIn, c'était trop compliqué à expliquer. Donc Enablon, 6 mois de stage avec ce fameux rapport, par rapport à ce mais questionnaire à ce enquête. Suivi de la création d'un des premiers sites web d'Enablon. Et en fait, Enablon n'avait pas assez de budget pour garder soit la personne qui se sont occupée, soit faire le stage, le site. Donc, ils n'ont pas pu me proposer un CDI derrière. Je suis allée chez Alcatel-Lucent quelques mois justement pour m'occuper d'une partie d'un de leurs premiers rapports RSE. Du programme Women in Leadership également, donc tout ça encore en stage. Et finalement, Enablon m'a rappelé. Et je suis restée 8 ans. Est-ce que Alcatel faisait son rapport parce que tu les avais appelés peut-être? Ah oui, c'est ça, ouais. Ils avaient besoin de moi. Non, Alcatel, ils étaient vraiment dans leur reporting classique. C'était intéressant parce qu'ils avaient j'imagine toujours, ils avaient déployé des champions RSE dans les différentes unités, dans les différents pays, etc. Donc c'était intéressant de voir quelles étaient les grandes initiatives menées un petit peu partout dans le monde. J'ai aussi c'était un de mes premiers entre guillemets préparations Comex, parce qu'on avait préparé des talking points pour la direction, pour le comité de pilotage du groupe sur les sujets RSE. Donc voilà, c'est il y a longtemps, mais c'était bien. et petit aparté, il faut absolument que tu retrouves l'article qui t'a fait déclencher cette passion, parce que peut-être qu'on pourrait en embarquer d'autres à côté avec nous. Je vais regarder, faudrait que je le retrouve. Donc, appel aux archivistes du monde. Aidez-nous. Et du coup, chez Enablon, donc pendant 8 ans, tu as accompagné du coup des clients externes? Non, donc moi j'étais vraiment au marketing communication. Donc j'ai vraiment déployé le narratif autour de pourquoi les entreprises ont besoin de récolter, piloter, manager leur data et leur performance ESG. Donc c'était encore une fois, c'était vraiment les prémices, donc personne comprenait très bien tous ces sujets. Et donc on a défriché ça justement dans beaucoup de pédagogie, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de marketing com. Et aussi ce qui était intéressant, c'était qu'on a beaucoup travaillé. En fait, il y avait 2 tendances. Donc il y avait vraiment la tendance européenne à la réglementation, donc une ESG, on va dire une responsabilité sociale des entreprises et environnementale poussée par la réglementation, plutôt donc en France, en Europe, etc. Et côté américain, beaucoup plus volontaire. Où justement ils se disaient plutôt avec une approche de risque, de risk management, où ils se disaient, c'est la fameuse phrase what gets measured gets managed. Okay. Vraiment de se dire on a besoin de data pour comprendre quels sont les enjeux, quels sont les risques, quelles sont les opportunités, etc. Donc c'était vraiment ça le fer de lance de notre département. Et évidemment développer les produits aussi avec les équipes produits, développer toute l'international, donc des user forums aux 4 coins du monde.
Donc on a fait, donc Enablon est arrivé à Chicago, dans la Sears Tower à l'époque, donc qui est aujourd'hui la Willis Tower, qui était pendant longtemps une des plus grandes tours américaines. Donc c'était un symbole. On avait vue sur le lac Michigan, donc la petite boîte de Courbevoie qui débarquait à Chicago. C'était beau parcours. C'était cool. Et voilà. Et puis ensuite, on a beaucoup travaillé au positionnement d'Enablon comme auprès des analystes, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'analystes tech, donc les Gartner, les Forrester, les Verdantix, etc., qui s'intéressent à comprendre quelles sont les features de software. Donc, c'était intéressant de bosser là-dessus. Et au bout de 8 ans, c'est l'heure d'une et nouvelle aventure. Au bout de 8 ans, et alors au bout de 8 ans, on a lancé ce qu'on avait appelé un énorme flop. Mais ça m'a permis de rencontrer mon compagnon d'aujourd'hui, donc qui avait été recruté pour lancer ce truc. On voulait lancer le LinkedIn des directeurs développement durable, qui on avait appelé Wizness. Donc voilà, donc vous voulez faire une plateforme de mise en relation, de partage de best practices, etc. Bon, sur le papier, c'est une bonne idée. Mais c'était beaucoup trop tôt. Ouais. C'est ça que je dirais il qu'il y avait avait il n'y avait pratiquement pas de direction RSE. Bonjour, on est deux. Voilà, c'est ça. Donc ça a pas trop pris. Après bon, il y a eu d'autres sujets évidemment d'Enablon où les investissements se sont finalement recentrés sur le cœur de métier. Mais c'était une chouette aventure ce Wizness, parce que ça nous a permis justement de découvrir un peu, encore une fois, encore plus en profondeur justement les enjeux de réseau. C'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais c'est hyper important, le network pour progresser. Et donc, on voulait se faire ce lancement produit Wizness à San Francisco, à la conférence de BSR. Et BSR, c'est un des plus gros réseaux internationaux de direction ESG, développement durable, etc. Ça fait 35 ans qu'ils sont dans la place. Ils ont été créés juste après Rio, le sommet de Rio en 92. Donc, voilà. Bien établi. Ça fait longtemps qu'ils existent. Donc, à la base américain, ils avaient justement cette conférence annuelle, une année à San Francisco, une année à New York. Et donc, on voulait lancer Wizness à la conférence de San Francisco. Donc, on avait fait un stand, etc. Et donc, je découvre la conférence BSR. Et en fait, je me dis, mais en fait, ils ont un bureau à Paris. Mais c'est fou, je les connais pas. Donc j'envoie un message à Farid, directeur Paris, IEMIA de BSR. Et je lui dis, bah voilà, je suis à Paris, je vois que vous existez, je trouve que c'est super ce que vous faites. Est-ce qu'on peut se rencontrer, ou est-ce que vous avez des postes ouverts, etc. Et il me répond dans la minute et il me dit, bah, ça tombe bien, voilà le draft de premier poste de communication RSE qu'on va ouvrir, qu'on va lancer dans les prochaines semaines. Et donc, j'ai postulé, mais toujours un peu en avance de phase. Et j'ai rencontré, et alors là, coup de cœur. Voilà, BSR, Business for Social Responsibility.org, donc une non-profit, un cabinet, donc un réseau d'entreprises avec des centaines et des centaines d'entreprises qui se mobilisent autour des sujets de RSE, des initiatives collaboratives, des programmes de développement dans les chaînes de valeur dans les pays en voie de développement, des publications de rapports de recherche, de best practices, etc. Enfin, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment là où moi, j'ai tout appris sur la RSE. Donc, je suis restée 8 ans aussi. C'est pour ça que je vous disais que j'étais fidèle. C'est ce que j'allais dire, très fidèle. 8 ans, c'est un bon chiffre. Quand on me recrute, c'est pour longtemps. Donc, je suis restée 8 ans. Et donc, expérience incroyable où j'ai vraiment rencontré des collègues aux quatre coins du monde. Parce que BSR a des bureaux partout dans le monde. Donc vraiment une expérience internationale, intellectuelle, mais en même temps dans l'action. Enfin, et j'ai même écrit un livre avec Farid qui s'appelle Les 100 fiches de la RSE. Donc c'est les fiches pratiques de la RSE. Damien le veut, je le vois. Je vais le lire. Je le commande. J'aurais dû te l'apporter. Et donc il y a un CD-ROM. En mode audio pour l'écouter. Non, pour downloader les fameuses ressources pratiques qu'on avait mises en avant. Tu vois, excellent. Ça te donne l'idée de l'âge de ce livre.
mais donc c'est Farid qui m'a embarqué dans son aventure avec Erol. Ouais, on a écrit ce livre ensemble sur quelles sont les étapes et quels sont les grands domaines de responsabilité que les entreprises doivent prendre, quelle route ils doivent prendre. Et c'est sympa parce que on en vend plus beaucoup, mais on continue à en vendre. Et il est encore d'actualité. Ouais, j'ai encore des messages parfois sur LinkedIn de gens qui me disent merci, je l'ai mis en place chez moi, ou merci, c'est un des livres qui m'ont donné envie d'agir et qui m'ont donné des pistes concrètes, etc. Donc c'est sympa. Tu pourrais faire un volume 2. Ouais, c'est du boulot. J'ai bossé tous les samedis pendant 1 an pour le faire. Ouais. Ok, donc sacré engagement. En parallèle d'un job. Ouais. J'avais pas d'enfant à l'époque. Ouais. Donc, Et ouais, là, notre engagement. Ça va être encore plus compliqué. Et c'est suite à ça que tu arrives chez Swile ? Non. Donc 8 ans chez BSR et donc la tech me manquait. La tech me manquait et je voyais vraiment et donc j'étais vraiment dans une dimension internationale très forte, mais j'étais à Paris et donc je manageais des équipes à San Francisco, à Hong Kong, partout dans le monde, mais j'étais pas ancrée, je me sentais pas ancrée dans The City qui était la mienne et je voyais tout le mouvement tech for good qui explosait, dont Daphne en est le fer de lance. Et je me suis dit là, j'ai envie de changer et de retourner un peu au côté tech et de voir un peu tout ce qui est innovation. Et j'ai rejoint Palo IT, qui est une boîte de conseil et de réalisation de software qui faisait, et donc pareil, qui était parisien, qui a été créé à Paris, mais qui a très très vite explosé ailleurs finalement, à Singapour, notamment, donc beaucoup en Asie. Et ils m'ont recruté parce qu'ils voulaient faire toute une transfo marketing justement sustainability. Ils avaient déjà engagé des démarches de B Corp, ils étaient B Corp à Singapour. Et donc je les ai rejoints donc en tant que CMO, donc Chief Marketing Officer, mais avec une grosse dimension sustainability. Et donc on a travaillé à ça ensemble. Donc c'était Stanislas Bocquet de Palo IT, le CEO. On a beaucoup bossé justement à réfléchir quels étaient nos OKR, quels étaient nos objectifs justement en tant qu'entreprise de réalisation de software, dans l'innovation, quels étaient les grands changements qu'il fallait opérer quand on construisait un logiciel, quand on construisait une app. Les enjeux d'accessibilité, les enjeux d'éco-conception, etc. Donc je trouvais que c'était hyper intéressant au niveau de l'innovation. Et après il y avait évidemment les enjeux aussi internes, hein, donc j'ai redit B Corp, mais donc c'est intéressant, ils se sont quand même motivés à se dire que dans le rôle des MDs de chaque pays, il fallait qu'ils aient B Corp. Okay. Donc là, et donc il y a 12, 14, je sais plus combien ils ont de pays aujourd'hui et de bureaux, mais ils sont tous progressivement en train de passer B Corp, et à chaque fois qu'ils ouvrent un bureau, ils se mettent sur une trajectoire de B Corp. Donc c'est assez puissant de voir comment des groupes utilisent B Corp comme growth, même comme framework en fait, de développement et de strat. Et Palo aussi, on a encore une fois la puissance du réseau. On s'est intéressé à regarder qui travaillait sur ces sujets-là, et on a rejoint le mouvement des New Champions du World Economic Forum. Et c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, c'est des entreprises qui veulent et se transformer et avoir un impact positif, et essayent de travailler ensemble justement en échange de best practices au niveau international. Donc je trouve que c'est un des grands chantiers qu'on a vraiment pris avec lequel on a bien bougé avec Palo. Et là, Swile arrive donc elle n'avait pas fini avec Palo. Et s'ils m'écoutent, ils savent que c'était pas une décision facile. Pas évidente, mais Swile est arrivé et m'a proposé donc ce poste de direction RSE et de monter ce poste. Swile était déjà bien établi. Alors, oui, bien sûr, Swile était déjà une licorne. Swile, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, c'est ça. On a commencé à discuter en 2022, et je suis arrivée en avril 2022. Donc Swile est venu me chercher, et
à me proposer en me disant voilà, qu'est-ce que tu ferais Et c'était Anne Carroll justement qui était à ce micro il y a quelques semaines, je crois. CMO de Swile, monstre sacré de Swile, et en tant que communicante, marketeuse dans l'âme, j'admirais Swile. Elle a su te convaincre. Et je les suivais, je trouvais que c'était fou ce qu'ils avaient réussi à faire justement sur une activation B2B en passant par le consumer, des codes brand complètement explosés, etc. Donc j'ai eu un coup de cœur pour Swile et pour Anne-Car parce que elle proposait, puis elle a peur de rien, donc c'était parti quoi. Et donc j'ai rejoint Swile pour monter la sustainability de Swile. Alors plongeons. Et c'est là où on arrive aujourd'hui. Ouais. Et du coup, c'est quoi exactement en fait ton rôle chez Swile ? Quelles sont tes missions ? Oui, vous êtes plusieurs, mais comment est composée la team qui gère ces sujets ? Okay. Alors, j'ai coutume à dire que j'ai la plus grosse équipe de Swile, parce que je pense que en fait c'est tous les Swilers qui bossent à la RSE chez Swile. Donc on est 1000 finalement à la RSE. La manière dont on bosse, c'est vraiment donc à la RSE, donc équipe sustainability, on est 3, on va recruter une 4e personne, on a une personne aussi au Brésil puisqu'on a des opérations au Brésil, on a un office, et donc on vient de recruter aussi au Brésil, et ça c'est vraiment important pour à la fois localiser, faire rayonner la vision sustainability de la boîte, mais aussi la localiser parce que chaque pays est différent, il y a des enjeux un peu, il faut s'adapter. Donc ça c'est au Brésil, mais en France on a une petite équipe et l'idée c'est pas de l'agrandir beaucoup plus. Et je vous raconterai pourquoi on a recruté une dernière personne dans quelques instants, mais donc l'idée c'était plutôt justement de comprendre quels étaient nos enjeux. Donc c'est vraiment la manière dont on a commencé. On s'est penché en utilisant des outils un peu classiques de la sustainability, c'est-à-dire une analyse de matérialité. On en parle beaucoup aujourd'hui avec la CSRD sur la double matérialité, mais nous on a fait une simple qui était déjà pas mal. Et donc ça nous a permis de questionner les enjeux environnementaux et sociaux qui étaient importants pour nos parties prenantes. Donc les invests, les clients, nos employés, nos fournisseurs. On avait du coup un cabinet de conseil qui nous a aidés là-dessus et qui faisait le proxy un peu sustainability, société civile aussi, quels étaient les enjeux au Brésil, quels étaient les enjeux en France, etc. Et ça nous a donné une liste de 14 sujets qui allait de product accessibility à employee well-being, à women's empowerment, à climate change. Bref. Il a fallu prioriser tout ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Je me suis même dit, je vais me faire virer. Parce que ça sert à rien ton truc. J'ai 14 gros sujets sur la table. Ça. Donc non, on a fini par réussir un peu à prioriser. Et en fait, on a sorti une stratégie 2025, donc à 3 ans. Finalement assez solide, qui se construit sur 3 piliers, donc la gouvernance responsable, on va dire. Donc vraiment, quels sont les enjeux de gouvernance ? Donc comment on transitionne vers une mission, donc comment on certifie nos pratiques, donc B Corp, EcoVadis, numérique responsable, etc. Donc vraiment la manière dont on construit notre business, on gère notre business, la manière dont on fait nos affaires. La culture, donc comment comment on infuse en interne et comment en fait tout se joue. Les employés, les gens, c'est eux qui font. Ils sont partie prenante mais active. C'est eux qui font le jour et la réalité en fait terrain. Donc comment on embarque les employés dans une expérience employée de bout en bout qui soit à la fois inclusive, respectueuse de l'environnement, innovante, curieuse, apprenante. Voilà. Donc ça c'est on va dire le 2e pilier. Et le 3e pilier qui est aujourd'hui vraiment le cœur du poulet, comme dit Loïc. Loïc, le fondateur. C'est notre fondateur, CEO, c'est l'innovation produit. C'est quelle est l'expérience client et qu'est-ce qu'on offre à nos clients. Et donc, comment on construit
comment on fait une tech responsable, comment on propose des features qui vont aider les autres à s'améliorer, etc. Donc ça, c'est tous les sujets du moment dans lesquels je peux pas forcément tout vous dire, mais donc voilà, donc vraiment 3 grands piliers et sur lesquels on a construit nos strates. Et après, au day-to-day, l'idée, c'est vraiment d'aller embarquer chaque département, de bien comprendre là où ils sont en fait. Donc j'ai passé beaucoup de temps à prendre des cafés avec les départements, les directions, les leaders, les head of de chaque département et de comprendre leur sujet et d'y appliquer un filtre, on va dire ESG à chaque fois et d'entamer des discussions et des pistes d'innovation pour upgrader, on va dire, ou en tout cas faire ouvrir les yeux sur les nouveaux sujets qu'ils pouvaient traiter. Mais d'ailleurs, tu m'ôtes un peu les mots de la bouche, mais comment tu as fait pour que ça infuse chez eux, en gros comment tu as fait pour que eux ils s'accaparent un peu de ces sujets-là pour les intéresser, transformer en fait. Les enjeux en action et comment ça a été reçu? Alors, je pense que j'ai une chance en tant que directrice sustainability et je crois que, je parle souvent de ça avec mes pairs. On a beaucoup de chance parce que c'est 2 chances. La chance, c'est vraiment que c'est l'ADN de Swile veut faire les choses bien. Swile, c'est une boîte qui prône le smile at work. Donc le smile at work, si on fait pas les choses bien, il sera pas là. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Loïc m'a recruté. Il m'a dit, moi, je veux faire les choses bien en fait. On grandit vite, mais on veut faire les choses bien. Et donc déjà, on va dire qu'on a une RSE de valeur. Okay. Et donc, on a vraiment ce socle-là sur lequel s'appuyer. Et donc, évidemment, quand on part de là, les bonnes volontés sont ici. Donc, le goodwill, il est là. Et la deuxième chance, parce que ça va quand même, évidemment, chercher le cœur du poulet, encore une fois, c'est que ça devient des sujets business très, très forts. Et qu'on est jugé, choisi sur la base de nos actions et de nos trajectoires RSE. De sustainability, notamment dans nos appels d'offres et que nos clients nous challenge. Et c'est vraiment une chance pour nous, évidemment. Et que comme Swile est dans l'innovation et envie de répondre aux besoins, voire les devancer, on écoute les signaux faibles et on s'adapte. Dessus, ouais. Et si on rentre dans le concret, je parcourais votre rapport ESG juste avant, là. Vous avez mis énormément de choses en place en interne sur tout ce qui est social. Vous avez beaucoup d'engagement. Tu disais vous êtes Bicorp. On n'est pas Bicorp encore. Je crois que vous n'êtes pas Bicorp. Non, on a déposé le dossier de travers. Mais vous avez vraiment mis plein de choses en place les jours où on s'implique dans des assos, mobilité, santé durable, etc. Demain, tu vois, vous avez coché beaucoup de cases. Qu'est-ce qui reste à faire? Quelle est la roadmap de l'année prochaine? Alors la roadmap de l'année prochaine, toujours un peu sur notre idée de 2025, de Sustainable Swile 2025. Donc on continue. Donc évidemment, je redis, nous on a des macarons là à récolter parce que ça fait 2 ans qu'on bosse comme des fous. On a vraiment transformé beaucoup de nos pratiques, on s'est challengé, etc. Donc on a hâte, d'avoir le tampon parce que c'est ce qu'on nous demande en fait. Ouais, c'est ce qu'on nous demande et c'est pas grave parce que nous c'est déjà gagné entre guillemets. C'était gagné pour moi. Non, mais c'est déjà gagné parce que la transfo, elle a eu lieu grâce à ces certifs, en fait. On s'est vraiment... de reconnaissance externe. Aussi. Et voilà. Et maintenant, c'est ce qu'on espère, c'est de pouvoir, leur dire, d'autres que nous le disent. Donc ça, c'est encore en cours, évidemment. Entreprise à mission, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à cranter parce que Swile transforme des industries entières, transformer nous on s'intéresse au monde du travail. Donc comment on va aller cranter un peu la suite de ça. Donc nous on est connus pour les titres restaurants, les bénéfices employés, etc. Mais comment on raconte la suite, ça va être intéressant. Et comment et puis tous les enjeux climatiques. Vraiment ça. Aujourd'hui, on s'est penché beaucoup donc sur ces certifs, etc. Très généralistes. Et là, je pense qu'il faut qu'on aille.
un petit peu ce que je racontais au début, on s'est attaché à avoir de la data sur notre impact. Parce que ça faut, encore une fois, il faut qu'on connaisse nos impacts pour pouvoir bien les maîtriser. Donc ça fait 2 ans qu'on fait nos bilans carbone, etc. Vraiment dans le détail. On passe vraiment beaucoup de temps. On a fait une analyse de cycle de vie, une analyse d'impact de nos offres, papier, parce qu'on a fusionné avec notre ancien concurrent qui avait beaucoup de papier en titre restaurant, cartes et cartes virtuelles désormais, donc on s'est attaché à vraiment connaître l'impact de nos produits et services. Et donc sur cette base de la data, maintenant on va pouvoir progresser et faire mieux au niveau d'impact environnemental. Je pense que ça, c'est vraiment la prochaine frontière. Et donc, encore une fois, la prochaine frontière, c'est aussi d'aller pouvoir mesurer l'impact de l'usage. Ouais. Qu'est-ce qu'on achète avec Swile auprès des clients, qu'est-ce qu'ils en font du produit C'est vrai que la data, c'est un peu le fer de lance. Voilà, donc c'est ça. Et climat, on a fait notre pledge net zéro il y a quelques semaines. Il faut qu'on développe notre trajectoire de décarbonation. Ça va pas être chose simple quand on est dans une trajectoire d'hypercroissance. Voilà, donc ça va être les beaux sujets de. Il y a des projets de séquestration carbone. J'ai vu aussi sur votre Oui, rapport. ça c'est vraiment un peu. On a changé de philosophie donc à notre arrivée. À mon arrivée, c'est vraiment l'idée, c'était de. Donc Swile se disait, mais comme beaucoup de boîtes, Swile. Humblement ou en tout cas donc mesurer son bilan carbone et s'était dit nous on veut faire les choses bien encore une fois et donc on va compenser. Donc ils compensaient 100% de leur bilan carbone et donc se disaient neutre en carbone. Et donc à mon arrivée je leur ai dit on va faire autrement. Bah oui, c'était mais ça paraît simple mais c'était pas comme ça qu'on avait envie d'avancer, donc on a vraiment fait un shift de philosophie et donc on a redirigé une grosse partie de nos investissements climat vers justement du data management et du conseil justement en trajectoire de décarbonation. Donc et en conseil de mesure d'impact. Donc on a redirigé nos budgets vers ça et on a quand même maintenu, parce que c'est important à dire, il faut maintenir des projets de séquestration, de contribution. Et donc donc on a maintenu notre soutien à des projets label bas carbone, etc. Donc ça c'était important. Et je me souviens plus, je crois qu'il y avait une deuxième question, mais j'ai oublié. Moi, j'ai quand même juste une question qui me tient un peu à cœur, c'est que beaucoup de gens se posent, c'est quand on est à un poste à ton niveau, et il y a pas, je toujours pas trouvé la réponse, c'est à comment on s'inscrit dans la gouvernance et l'organisation de son entreprise, auprès de qui en fait il vaut mieux être rattaché ou pas, ou en fait c'est vraiment en fonction de l'ADN de l'entreprise en question. Je pense que l'important, c'est pas tant à qui on est rattaché et ce qui est écrit sur le papier, c'est plutôt quelles sont les marges de manœuvre dans la vraie vie. Et donc, en arrivant chez Swile, j'étais rattachée à Anne-Carole, la CMO. Il y a plein de gens qui ont les puristes m'ont dit quoi, la sustainability au marketing, c'est horrible. Oui, mais en fait, sauf que le marketing de Swile, il est transformatif. Et donc, ça permet de faire bouger les choses très vite, très fort. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas où on est, c'est comment on peut aller, on peut pousser les sujets, comment ils peuvent être pris. Et encore une fois, la RSE seule ne fera rien. Faut embarquer. Il faut embarquer et surtout il faut enabler. Et c'est vraiment les sujets du moment, c'est que comment chaque métier va se poser les bonnes questions, trouver les nouvelles manières de faire. Et donc, il n'y a pas une journée où je ne parle pas à un exec, mais aussi à un directeur ou à des head-off ou même à des team members, enfin des IC, parce que c'est comme ça que c'est au quotidien, c'est dans les métiers de chacun que ça bouge. Je suis assez d'accord, complètement en phase avec ça. Il faut que ça prenne tout le monde. Je vois que l'heure tourne. Vas-y. Mais je maintiens quand même que s'il n'y a pas de leadership du management et du CEO, etc., ça reste de la surface et du vernis et ça ne sert à rien. Mais quand on a des leaders convaincus, tout va plus vite, évidemment. Damien, est-ce que tu avais d'autres questions avant qu'on laisse Stéphanie filer ? Non, vas-y. Ou un dernier mot peut-être, Stéphanie ?
Un dernier mot, non, je pense que j'ai à la fois beaucoup de chance de faire ce métier et j'espère que et je le vois, j'ai pas, même chose, il y avait une journée où j'ai pas un message LinkedIn de quelqu'un qui me dit je veux m'orienter vers la RSE, comment faire. Donc moi mon conseil, tu as vu toi l'essor que ça a pris au fil des années. C'est énorme et surtout en fait c'est marrant parce que c'est vraiment il y a une prise de conscience lors du Covid en fait où chacun s'est retrouvé un peu mais en fait je sers à quoi, il sert à quoi mon métier, c'est quoi mon impact, et en fait moi vraiment mon message c'est t'es pas obligé de te faire une formation RSE ou te dire direction RSE ou responsable RSE, tu peux changer ton métier et c'est comme ça que tu auras vraiment plus d'impact, c'est d'aller challenger tes pratiques aujourd'hui de ton expertise. Et donc voilà, et je pense que aussi les employés, tout un chacun peut questionner, remonter, et on parle beaucoup de employee activism, c'est intéressant, les employés ils demandent à la fois de la responsabilité de leurs entreprises et eux d'agir dans leur métier. C'est hyper intéressant parce qu'il y a pas longtemps on a eu le citoyen consommateur, là on a l'employé citoyen, donc en fait on recoupe un peu. Alors je vais quand même abuser, du coup j'ai quand même une question, on n'en a pas parlé de pollen, parce qu'on a reçu ça, la fondatrice il y a pas longtemps en podcast aussi, et on se demandait comment tu crées un cours sur justement comment embarquer en fait qu'est-ce que tu choisis? Alors donc Julie effectivement elle est venue me voir, Pollen ne s'appelait même pas Pollen, elle avait pas encore le nom de sa boîte, elle m'a dit ça t'intéresserait de faire un cours, et je me suis dit mais c'est génial, comme ça va me permettre à la fois moi de faire un peu le point de ce que j'ai appris en 20 ans et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, et donc la manière dont j'ai créé le cours, alors je vais pas te mentir, c'était plus alors moins long que d'écrire le bouquin, mais c'était long et mais c'était hyper intéressant, et en fait surtout c'était intéressant parce que la méthode Pollen elle est beaucoup dans le cas pratique, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et qui en même temps demande beaucoup de travail, c'est qu'en fait il faut que tu réfléchisses à comment tu peux transmettre ce que tu as appris au travers de cas. Et donc, j'ai fait un cas. Donc, celles et ceux qui ont participé à mon cours savent, mais on a beaucoup travaillé sur un cas pratique d'une boîte fictive. Donc, de son analyse de matérialité à sa strat et ensuite à l'application opérationnelle et de communication aussi. Donc c'est comme ça qu'on a construit le cours avec Pollen, et ils m'ont bien accompagnée là-dessus, et c'est drôle parce que c'est toujours un plaisir. Donc à chaque cours, évidemment, du coup, le résultat est différent, mais un peu similaire. Donc en fait, on remet en jeu la sustainability à chaque cours. C'est énorme. Canon. On a fait le tour. Bah, super. Peut-être la dernière question, vu que tu travailles chez Swile, peut-être que tu as une bonne adresse de resto dans le coin. En plus, vous êtes proche de chez nous, dans le sentier. Quelle est ta meilleure adresse pour le déj? Non, il y a surtout une adresse que je veux tester qui est Full Veggie, rue du Faubourg Poissonnière. Là, vous l'avez pas. Pareil, il y a eu un article dans Le Monde. Ah non, je l'ai pas vu. Celle-là. Donc une chef. Il y a eu un article dans Le Monde. Oui, je vous l'enverrai. Sur cette chef qui a monté un resto, enfin 2 restos végis, qui fait un carton parce que c'est des saveurs incroyables et qui. Il faudra que je vous retrouve le nom. Est-ce que ce serait pas Faubourg Diamond? Il y a Dément. Ah, c'est pas lui. Non, c'est pas eux, pas eux, mais c'est dans la même idée. Et eux, donc Dément super, évidemment, ça je recommande. Un peu plus loin d'ailleurs, plutôt que côté canal. Mais plutôt côté sentier, c'est Marlot, je crois, quelque chose comme ça. Bah, hâte de dire. Alors, ça nous intéresse, on adore manger. Ouais, bon appétit. Merci Stéphanie pour ce partage. On est ravis d'en avoir appris. Avec plaisir. Et on va lire ton livre, voir ton cours sur Pollen pour s'instruire davantage. En tout cas, on a lu le rapport. Ah, c'est bon. On a lu le rapport, tout à fait. Hyper intéressant. Est-ce que vous avez eu le rappeur RSE? Oui. Très bon jeu de mots. On est fan de toute façon chez Daphné de tout ce que vous faites chez Swile, donc continuez sur cette voie. C'est grâce à notre super brand. On a hâte de voir la suite. Merci. À bientôt. À bientôt.